Oui, c'est un peu une gageure. Il faudra m'arrêter si je dépasse. Merci, messieurs les modérateurs. Merci à vous tous de venir à cette session qui est toujours intéressante. À titre personnel, je ne peux que vous féliciter de vous intéresser à cette pathologie. Alors, j'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et puis, je voudrais juste, en introduction, faire un tout petit écart, une petite mise en chauffe, une petite déviation au protocole, juste pour vous rappeler que le SDRA, la définition, est en train de changer. Alors, est-ce que c'est une révolution? Ça, je ne sais pas. On pourrait probablement organiser des procons toute la journée. Mais bon, vous devez, j'imagine, maintenant être au fait de la définition de Berlin, qui date un petit peu, mais qu'on utilise maintenant de façon assez large. Vous la connaissez, vous l'avez dans la diapo, je reviens pas dessus. Mais simplement pour vous dire que cette année, un groupe d'experts s'est réuni et a publié dans la JRCCM un peu des amendements à ces définitions, à cette définition de Berlin. Les principales modifications étant qu'on peut maintenant intégrer l'échographie pleuropulmonaire pour définir le SDRA. Il n'y a plus que la radio ou le scanner. On peut faire de l'échographie. Ça, c'est intéressant et c'est surtout intéressant aussi si vous êtes dans des pays à ressources limitées ou dans des contextes où vous n'avez pas d'imagerie radiographique ou scanographique. La deuxième chose, c'est qu'on crée une catégorie de patients SDRA non intubés. Jusque-là, vous saviez qu'il fallait du P sur F, il fallait de la ventilation, il fallait une PEP minimale. Et on a vu notamment avec la Covid qu'on avait des malades qu'on pouvait tenir sous oxygénothérapie à haut débit, éventuellement avec de la VNI, et qui avaient d'authentiques SDRA, mais qui échappaient à la définition puisqu'ils n'avaient pas de PEP ni de sonde d'intubation. Donc cette catégorie maintenant existe. Et effectivement, comme je vous le disais, on peut utiliser maintenant l'oxygénothérapie à haut débit dans la définition. Alors, est-ce que ces malades-là, du coup, on leur fait autant de gaz du sang et on peut exprimer aussi facilement le P sur F? Eh bien, une autre nouveauté, on a le droit aussi maintenant d'utiliser le rapport SPO2 sur FiO2 et pas non plus que PaO2. À nouveau, si vous n'avez pas des gaz du sang parce que vous êtes dans un endroit où on ne peut pas les faire ou je ne sais pas, aux urgences où l'automate est cassé, vous avez le droit de vous servir du rapport SPO2 sur FiO2. Et puis, dernière catégorie, ça ressemble un petit peu à tout ce que je vous ai dit. Vous êtes dans un endroit où les ressources pour faire le diagnostic ne sont pas aussi peut-être riches que dans certains hôpitaux chez nous. Eh bien, vous pouvez vous servir du SPO2 sur FiO2, éventuellement de l'échographie ou simplement d'une radio. Ce qui permet d'arriver à un certain nombre de diagnostics un petit peu ou de cas nosographiques un peu différents. Nous, on avait l'habitude de la première ligne du patient intubé, ventilé, avec sa radio, son scanner, ses critères d'oxygénation et sa définition de SDRA léger, modéré à sévère. Mais vous voyez que maintenant, on peut aussi avoir des patients sous OHD, voire sous oxygène seul, avec un diagnostic échographique en salle de médecine ou dans une salle d'urgence un peu bondée. Voilà, ça c'était la petite introduction. Alors avant de parler d'améliorer l'oxygénation, je vais juste faire aussi 2 diapos sur, OK, mais en fait, quels sont nos objectifs d'oxygénation au cours du SDRA? Une étude simplement descriptive, mais sur un gros collectif de patients qui remonte à 3 ans maintenant. Vous voyez, on partait au départ de quasiment 4500 patients avec une détresse respiratoire. On arrive à 2000 patients qui ont un SDRA avec les définitions, notamment la définition de Berlin à l'époque. Et simplement pour vous montrer que parmi cette population de 2000 patients avec un SDRA, on a bien des patients hypoxémiques, avec une PO2 inférieure à 55 dans cette définition, donc une hypoxémie sévère, on pourrait dire. Mais vous voyez que c'est seulement 6,5% des malades. Et si on regarde les patients chez qui, 2 jours plus tard, il y a toujours cette hypoxémie sévère, c'est plus que 12% du collectif de départ. Donc 12%, 6% des 2000, au bout de 2 jours, sont toujours sévèrement hypoxémiques. Alors que nous, on imagine tout de suite que le SDRA, c'est l'hypoxémie sévère, profonde, prolongée. Il n'y a pas que ça. Il y a une majorité, vous voyez, 63%, dont les 2 tiers sont encore à J2, en fait, normoxémiques. 55 à 100. Alors on pourrait discuter de ceux qui sont entre 55 et 70. Enfin, globalement, attention, le message, c'est que tout le monde n'est pas très hypoxémique et qu'il va donc peut-être pas falloir déployer des trésors d'imagination et des médicaments compliqués pour tous les malades. Et puis, dernière chose que je trouve encore plus intéressante, c'est qu'on a un tiers des malades qui sont hyperoxémiques. Et où là, le topo, ça serait peut-être plutôt comment baisser l'oxygénation de ces malades. Parce que dans le même temps, ça c'est juste une représentation graphique de ce que je vous montre, dans le même temps, alors c'est totalement exploratoire, il n'y a aucun lien de causalité là-dedans, mais quand on regarde la mortalité de ces patients, on est bien d'accord que quand on est hypoxémique et encore plus sévèrement hypoxémique, on meurt plus, mais finalement quand on est hyperoxémique, il y a un petit signal pour dire que c'est peut-être pas si génial que ça non plus pour les patients. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer, on l'a fait dans les 2 dernières sphares sur les dangers potentiels de l'hyperoxémie et de l'oxygène, mais donc oui, ok, on va faire plein de choses après pour essayer d'améliorer l'oxygénation, mais des fois, il faut pas forcément l'améliorer, optimiser des choses, oui, mais pas forcément avoir comme objectif d'augmenter la PaO2 de vos malades, voire des fois,
il va falloir essayer de rationaliser ça parce qu'ils en ont peut-être déjà un petit peu trop. Alors, il y a une étude randomisée spécifiquement chez les patients en SDRA qui a testé 2 stratégies. L'hypoxémie 55-70, je le dis directement comme ça parce qu'ils appelaient ça une oxygénation restrictive. Mais en fait, quand on revient aux définitions de physiologie, 55-70, c'est de l'hypoxémie sévère, versus une normoxémie. Et donc, dans cette étude, il y avait effectivement une différence entre les FiO2 des 2 groupes, forcément, avec une différence, mais qui est quand même pas majeure. Si vous regardez à partir de J2, J3, vous avez dans l'ordre de 10 à grand maximum 15% de delta de FiO2. Et quand on regarde les PaO2, ok, on est dans l'objectif. On avait du mal à mettre les malades 55-70, on les mettait plutôt sur le bord haut à 70, ça choquait un peu les gens, même dans une étude randomisée contrôlée, de les mettre à 55. Et de l'autre côté, on est au milieu de l'objectif. Qu'est-ce qu'on constate quand on fait ça? Eh bien, on constate qu'il y a plus de complications, notamment de complications ischémiques à type d'ischémie mésentérique, d'événements neurologiques et d'arythmie cardiaque dans le groupe qui a une oxygénothérapie conservative. C'est-à-dire, vous avez vu, à 70, entre 55 et 70, mais avec une moitié des malades qui étaient déjà à 70. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi sur la mortalité, avec une mortalité significativement augmentée, moins de patients qui survivent quand vous êtes dans le groupe conservatif. Donc finalement, vouloir les laisser et essayer d'avoir le rationnel de cette étude, c'était justement de se dire qu'il peut y avoir des effets bénéfiques à l'hypoxémie modérée. Bon, on revient à des choses simples, on revient à l'enseignement des 2e et 3e années de médecine. En fait, ça sert à rien de mettre les malades en hypoxémie et encore plus en hypoxémie profonde. Et aujourd'hui, je pense que votre objectif d'oxygénation des malades, il n'y a aucun argument factuel et fort pour démontrer que finalement, ce n'est pas cet objectif-là qu'il faut viser. Donc en fait, on va viser chez ces malades, comme chez tous nos patients, une normoxémie. Et si on n'y arrive pas, si on est dans les petits pourcentages de malades très hypoxémiques, voire très hypoxémiques de façon prolongée pendant 48 heures, eh bien on va peut-être pouvoir déployer ce que je vous présente maintenant. La première chose, une diapo très rapide pour vous montrer qu'il va falloir qu'on réfléchisse, qu'il n'y a pas de recette magique. Et comme vous l'a montré Belaïd, il y a des malades différents, avec des morphotypes différents, des endotypes différents, et puis dans quelques années, je pense, aussi des marqueurs biologiques et des définitions des sous-groupes de patients. Et à ces modifications physiologiques que vous connaissez, la diminution de compliance, de la télectroma avec du collapse en fin d'expiration, etc., correspondent des faits cliniques différents et des causes d'hypoxémie potentiellement différentes. Donc il va falloir quand même réfléchir sur un malade donné, pourquoi lui devient plus hypoxémique qu'il y a 48 heures ou que le patient de la chambre d'en côté. La première chose, ça va être de ne pas aggraver les choses. Et là, moi, j'ai plein de recommandations, 2019, 2019, 2017, 2021. 2021, c'est l'OMS dans le cadre de la Covid. 2019, c'est les Britanniques et les Français. 2017, c'était la conférence de consensus américano-européenne. Et puis, il y en a des toutes récentes, qui ont à peine quelques semaines, en 2023, des recommandations européennes. Sur le fait de ne pas aggraver les choses, de faire de la ventilation protectrice, toutes les sociétés savantes, quelles que soient les années, y compris encore en 2023, recommandent ça. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que la première chose qu'il faut faire, et si ce n'est pas le cas, on commence par là, c'est de régler votre volume courant pour atteindre 6 ou un petit peu moins millilitres kilo de poids idéal théorique. On le répète, mais c'est quand même toujours bon. Si demain je devais prendre, Dieu m'en préserve, 20 kg de masse grasse, la taille de mes poumons n'augmenterait pas. Et donc c'est bien sur mon poids idéal théorique et pas sur mon poids réel qu'il faudrait régler mon volume courant. On surveille la pression de plateau, on en a déjà parlé. Et est-ce qu'il y a un intérêt à des choses compliquées? Eh bien, toutes ces études sont encore avec un niveau de preuve largement insuffisant et toutes ces sociétés savantes, depuis les 5 dernières années, ne recommandent pas en disant qu'il n'y a pas d'intérêt à l'oscillation à haute fréquence, à des modes complexes tels que la BiPAP, l'ASV, etc. Il y a peut-être une toute petite place qui reste largement à explorer pour un mode qui s'appelle l'APRV, que vous connaissez, qui est un mode pendant lequel on va faire des temps de pression. En gros, c'est une alternance entre 2 niveaux de pression, un temps de pression, une pression haute avec un temps plus long qu'une pression basse qui s'appelle un release, d'où le terme d'APRV. Et ça a été montré dans des modèles animaux comme étant, vous voyez, c'est la courbe en noir ici, ça va diminuer les zones de poumons non aérés. Ici, on a le poumon aéré, ici, on a le poumon non aéré. Vous voyez que quand on n'est pas en APRV, on a un gros pic de poumons non aérés et moins de poumons aérés, et qu'on va déplacer ces zones vers du poumon plus aéré quand on utilise ce mode ventilatoire. Et c'est vrai en haut du poumon, ici en vert, et en bas du poumon. C'est encore plus marqué dans les zones postérieures et en bas dans les zones déclives, comme vous a montré Belaïd, mais c'est vrai un peu partout dans le poumon. Et ça permet, en corollaire, d'améliorer les paramètres d'oxygénation, que vous preniez la PaO2, la SaO2, le rapport P sur F, etc. Donc ça a un intérêt physiologique. Le temps passe, donc je vais assez vite. Ça, c'était chez le cochon dans des modèles de SDRA induits à l'acide oléique. Il y a la même chose dans les études exploratoires chez l'homme sur des petits collectifs. Donc ça pourrait avoir un certain sens, la PRV. Vous voyez, ça améliore le rapport PaO2 sur FiO2, le transport d'oxygène,
etc., etc. Donc ça peut être intéressant. On n'a pas beaucoup d'études. Vous voyez, il y a 4 études, mais enfin ça fait une somme de 160 malades dans chaque groupe. Donc c'est encore un peu préliminaire pour vous dire qu'il faut mettre ça pour améliorer l'oxygénation. Ça ne veut pas dire que chez un malade donné, ça puisse pas être une solution. Est-ce que donc ça c'était sur le rapport PaO2 sur FiO2. Sur la durée de séjour, il y a aussi un petit signal, mais vous voyez 130 malades dans chaque groupe, on va pas très loin. Et sur la mortalité, voilà, on est encore moins 80 versus 80, mais peut-être aussi un petit signal. Donc aujourd'hui, un niveau de preuve très bas. Il va falloir se pencher là-dessus pour voir si on arrive à faire mieux. Attention, n'allez pas demain mettre tous vos malades en APRV, parce que dans ces modes-là, les malades peuvent continuer à avoir une ventilation, éventuellement même assistée. Le souci, et là c'est pas le cas du topo, mais c'est qu'on peut engendrer par ces efforts inspiratoires supplémentaires des lésions surajoutées. C'est ce qu'on appelle le PSILI, le Patient Self-Lung Injury. Il y a tout un tas de mécanismes qui expliquent ça, avec des choses un peu compliquées. On n'a pas le temps de les expliquer là, je suis désolé, comme le pain de l'œuf, toutes les choses comme ça. Donc attention, on ne se met pas demain à mettre tout le monde en APRV, parce que tant que ce n'est pas encore davantage prouvé, on pourrait faire pire que bien. Deuxième chose pour les oxygénés, il va falloir garder le poumon ouvert. Belaïd en a déjà parlé. Une des premières choses, c'est la PEP. Le réglage de la PEP, alors là, on pourrait passer la journée entière dessus. L'étude de Jean-Michel que Belaïd vous a montré commence à nous donner des arguments en fonction du type de SDRA. Encore faut-il effectivement bien les classer, et c'est pas forcément très simple. Que disent les recommandations? La PEP élevée est recommandée dans les SDRA modérés à sévères pour à peu près toutes les sociétés savantes, avec des niveaux de preuve un petit peu différents, mais de façon assez décevante en 2023, alors qu'on pensait qu'on aurait encore un peu plus de données, c'est moins le cas, puisque le groupe d'experts européens n'est pas capable de faire une recommandation pour ou contre l'utilisation routinière de la PEP chez ces patients. Donc on a une tendance à utiliser une PEP plus élevée chez les plus sévères et chez les diffus. Encore une fois, faut-il bien les classer. Mais finalement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de complètement arrêté. Il va se poser la question de la valeur. Une fois qu'on a dit une PEP élevée, c'est super, mais qu'est-ce que c'est qu'une PEP élevée? Et puis d'un réglage individualisé, comment on s'en sert? Ça, c'est un autre enjeu. Alors voilà, ça, je vous encourage, on ne va pas avoir le temps de tout détailler parce que je vois effectivement que le temps passe très vite. Mais c'est aujourd'hui le meilleur niveau de preuve qu'on a. C'est une méta-analyse en réseau qui date de l'année dernière, qui a compilé toutes les études, qui ont comparé différentes stratégies de PEP pour à la fin montrer que probablement ce qui fonctionne chez les patients les plus sévères, c'est des stratégies à haute PEP sans manœuvre de recrutement ou à haute PEP avec des manœuvres de recrutement ciblées et brèves. Si vous y associez des manœuvres de recrutement importantes, longues et a fortiori systématiques, à ce moment-là, vous perdez l'effet de la haute PEP. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe chez votre patient. Une fois que vous allez appliquer la haute PEP, vous ferez peut-être de l'échographie pour voir s'il a recruté, mais il va falloir déterminer si, à l'échographie ou ailleurs, ici dans cette étude, c'était sur le rapport PaO2 sur FiO2, on va gagner quelque chose. Parce que vous voyez, on va directement aller à droite. Alors juste pour vous montrer ici que, en fait, il y a une très mauvaise corrélation entre le delta de PEP que vous allez appliquer et le recrutement, ici estimé par le P sur F. Vous pouvez tout à fait avoir un delta de PEP important et un effet sur le P sur F nul. Et à l'inverse, un petit delta de PEP de quelques centimètres d'eau. Et vous voyez des patients ici qui vont largement améliorer leur P sur F. Donc ce n'est pas prévisible. Il va falloir tester. Mais ce qui est intéressant, c'est que si, quand vous faites votre delta de PEP, vous ne gagnez rien en P sur F, vous voyez que globalement, vous allez avoir une mortalité qui ne va pas vraiment changer. Alors que par contre, si vous avez un delta de PEP qui va améliorer votre P sur F, alors ici, ça le diminue, on est en dessous de 0. Vous voyez qu'alors là, si quand vous augmentez votre PEP, vous baissez le P sur F, vous mourrez vachement plus. Mais si quand vous augmentez votre PEP, vous améliorez votre P sur F, vous mourrez moins. Donc il va falloir regarder ce que fait l'effet de cette augmentation de la PEP sur vos malades. Et la deuxième chose probablement qu'il faut regarder, ça c'était une belle étude rétrospective, mais qui reprenait les patients, 3500 patients issus de 9 essais contrôlés randomisés. Et il y avait une augmentation de la PEP, alors ou sur des tables PEP FiO2 ou sur d'autres stratégies, peu importe. Mais en fait, quand l'augmentation de la PEP s'accompagne d'une augmentation de la pression motrice, pression de plateau moins PEP, vous voyez que la mortalité n'est pas bonne. Quand votre augmentation de la PEP, finalement, ne change rien à votre pression motrice, la mortalité est la même, quel que soit le niveau de PEP. Par contre, dernier groupe, quand votre augmentation de la PEP se traduit en termes de recrutement, et que vous baissez votre pression motrice, là, vous mourrez moins. Donc, on augmente la PEP, on va regarder le P sur F, on va regarder la pression motrice, et probablement qu'à ce moment-là, si vous améliorez le P sur F, si vous améliorez la pression motrice, ce malade est répondeur et c'est une bonne stratégie. S'il ne se passe pas grand-chose, votre pression motrice est constante, ou a fortiori vous l'augmentez, il faut revenir en arrière, je pense.
peut-être même si l'échographie a montré qu'on recrutait un peu en bas, mais probablement qu'il y a d'autres zones qui souffrent de cette augmentation de pression. Donc la PEP, il va falloir surveiller la pression motrice, surveiller la PaO2, j'espère vous en avoir convaincu. Ne pas utiliser de manœuvre de recrutement systématique et prolongée. Et puis c'est le dernier topo, mais toujours bien sûr surveiller les effets sur le cœur. Donc la manœuvre de recrutement, je vais aller vite. Aujourd'hui, de façon systématique, elles ne sont pas recommandées, voire même les recommandations de 2023 disent qu'elles font de recommandations négatives contre l'utilisation de manœuvres de recrutement prolongées et à haut niveau de pression, c'est-à-dire supérieure à 35 cm d'eau pendant au moins 1 minute, et qu'on ne peut pas conclure encore à ce jour sur l'effet de manœuvre de recrutement non systématique, c'est-à-dire ciblée, et avec des niveaux de pression plus bas ou des durées plus courtes. Ça reste à explorer. Ça reste probablement comme une bonne idée si il y a une déconnexion accidentelle, si vous avez aspiré le malade, s'il y a eu un événement source de dérecrutement. Mais en tout cas, sur le malade à l'état stable, aujourd'hui, c'est probablement pas une bonne idée. Autre technique, le décubitus ventral. Donc Belaïd en a un petit peu aussi parlé, surtout chez les focaux. Que disent les recommandations ? Le DV est recommandé pour toutes les sociétés savantes chez les patients avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 150. Et c'est aussi ce qui a été recommandé dans les recommandations européennes de 2023. Ça a plein d'effets. Ça va participer à augmenter le recrutement alvéolaire, diminuer la surdistension des zones les plus saines, homogénéiser les rapports ventilation-perfusion et par là améliorer l'oxygénation. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un effet bénéfique d'améliorer l'oxygénation, mais que probablement l'effet qui sauve les patients, c'est aussi de réaugmenter leur territoire dans lequel se distribue la ventilation et de diminuer les lésions induites par la ventilation mécanique. On sait, et c'est prouvé, notamment avec l'étude de Claude Guérin, que l'intérêt, il est si on le fait tôt dans la maladie. Si vous le faites en rescue au bout de 15 jours parce que vous n'en sortez pas avec votre malade, ça c'est trop tard. Et que si vous faites des séances prolongées d'au moins 16 heures par jour, et on commence à penser que ça pourrait avoir, alors ça c'est sûr, une synergie avec la ventilation protectrice et peut-être une synergie avec des PEP plus élevés. Probablement que Belaïd aurait des réponses là-dessus. Je suis sûr qu'il a fait plein d'échos sur le dos, sur le ventre, et qu'on voit des choses intéressantes. Alors vous le savez, c'est l'étude que je vous citais de Claude Guérin, je ne reviens pas dessus, on montrait que chez ces patients avec les SDRA les plus sévères, le fait d'être mis sur le ventre, vous voyez ici, améliorait la survie. Pourtant, quand on regarde ce qui est fait dans les services, c'est encore très peu fait. Vous voyez que chez les patients sévères, chez qui là pour le coup il n'y aurait pas de doute, on a à peine 32%, enfin 33% des malades qui sont mis sur le ventre. Donc on a encore clairement une marge de progression. Autre traitement, peut-être un petit peu plus nouveau, qui viserait à finalement diminuer l'inflammation, qui serait la corticothérapie. On l'a vu fleurir au moment de la Covid, et je vais venir donc rapidement sur l'essai Recovery que vous connaissez, qui était l'essai britannique, qui montrait une amélioration de la survie, surtout chez les malades les plus graves sous ventilation mécanique, quand on utilisait la dexaméthasone. Mais en fait, la Covid a peut-être, pour un certain nombre d'entre vous, éclipsé une autre étude qui est parue, en fait, vous voyez, en mars 2020, donc au moment où on regardait un petit peu plus à l'est que vers l'Espagne. Mais en fait, c'était un essai randomisé chez des patients en SDRA non Covid et qui avait testé, alors une dose un peu plus élevée, 20 mg de dexaméthasone pendant 5 jours, puis diminue 10 mg pendant 5 jours, puis arrêt, versus finalement le groupe contrôle. Et cette étude montrait aussi déjà une diminution de la mortalité quand vous étiez traité par dexaméthasone de façon précoce avec un ARDS non Covid. Tout ça a été méta-analysé dans ce travail de 2021. Il y avait tout un champ Covid, c'était pour agréger les premières preuves dont on disposait, mais aussi un champ non Covid. Et vous voyez ici, on retrouve l'étude espagnole de Villar tout en bas qui est la plus grosse, mais d'autres études qui déjà ou étaient significatives ou montraient tous une tendance à l'amélioration. Et quand on méta-analyse tout ça, on n'est pas très honnête de trouver un effet. Vous voyez une réduction de 20% à peu près de mortalité en moyenne quand on traite par dexaméthasone. Donc on pourrait en discuter, mais moi à titre personnel, je pense que c'est une stratégie intéressante à venir. Dernière chose, ça va être d'adapter le ventilateur au patient. Non, je me suis trompé, ça c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans, 15 ans, peut-être encore 5 ans. Mais maintenant, clairement, on sait qu'il faut adapter le ventilateur au patient, pas le patient au ventilateur, pardon. Donc, on avait les curares, c'était dans le titre, il fallait que je les traite rapidement, et on a tous prescrit des curares de façon systématique, notamment après l'essai à Curasis. Les recommandations vous disent que peut-être dans le SDRA le plus sévère de façon précoce, c'est utilisé. Ça, c'était les recommandations 2017-2019. En 2021, on disait déjà que ce n'était pas à faire chez tous les malades de façon routinière. Et en 2023, on recommande contre l'utilisation systématique des curares. Alors pourquoi ? Parce que, je vous le disais, on avait tous en tête l'essai Accurasis coordonné par Laurent Papazian qui montrait une diminution de mortalité quand on donnait du curare de façon précoce.
Sauf qu'en fait, cette étude, elle a été démentie par une étude plus récente, publiée en 2019, qui changeait la stratégie. Pourquoi? Parce que dans l'essai Accurasis, il y avait curare versus pas de curare, mais sédation profonde. Alors qu'ici, dans cette étude, c'était curare versus pas de placebo, et au contraire, une sédation légère. Et quand vous faites ça, ici, c'est la proportion de patients qui ont une sédation légère. Alors, vous voyez que dans le groupe contrôle, ils ne sont pas tous avec une sédation légère. À J2, on est à 40%. Il y en a encore 60% qui dorment de façon profonde. Mais forcément, dans le groupe curare, il y a quasiment personne qui a une sédation légère. Et quand vous faites ça, eh ben, il n'y a aucune différence de mortalité, de durée de séjour ou autre. Et donc, de façon systématique, mettre les patients sous curare versus une stratégie plus moderne de sédation légère, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que maintenant, on ne les recommande pas de façon routinière. Ça ne veut pas dire que, guidé par les asynchronies ou chez un patient particulièrement difficile à ventiler, avec un énorme drive respiratoire pour lequel, avec des adaptations du ventilateur, on n'a pas réussi à corriger ça. Ça peut peut-être avoir un intérêt ponctuel et chez un patient donné, mais on ne met plus tous les sévères sous corticoïdes, si peut-être, mais sous curare pendant 48 heures. Et donc le dernier point, c'est cette fameuse sédation. J'ai 3 diapos pour finir. Vous savez que maintenant, on a plutôt ces bundles A, B, C, D, E, F et R pour Respiratory Drive Control. Le but étant d'avoir la sédation la plus légère possible, la plus courte possible, avec les molécules les plus réversibles rapidement possible. Donc ça, c'est une très belle revue publiée par Gérald Shanks et Jean-Michel Constantin, plein de grands experts français du SDRA en 2020 dans ICM. Dedans, on avait des algorithmes qui étaient proposés notamment pour contrôler ce fameux drive, et on l'a bien vu avec les malades Covid qui avaient un drive très profond, une envie de respirer vite, qu'au début on a dit ça suffit, mettons-les sous curare, et en fait on s'est rendu compte rapidement qu'au contraire, si on adaptait plutôt le ventilateur pour les satisfaire, ça allait mieux. Et donc je ne vais pas tout dérouler, vous l'avez dans la publication, mais vous voyez que tout en bas de l'algorithme, on peut encore utiliser les curares, mais c'est quand on a fait tout le reste et qu'on n'a pas réussi à adapter le ventilateur aux patients. Et ça passait par des algorithmes de sédation, des algorithmes de douleur et des molécules. Et vous voyez, des molécules, maintenant c'est clair, des molécules de demi-vie courte, du propofol, la dexmétométhidine, et bien évidemment, plus de midazolam, plus de choses comme ça. Et puis peut-être que l'avenir, et en tant que néo-clermontois, je ne peux pas m'empêcher de finir sur ça, dans cet algorithme de sédation, il y aura peut-être une place pour la sédation inhalée, les halogénés. On a quelques données qui remontent à quelques années qui sembleraient, en tout cas sur la durée de réveil, la durée de sédation, la facilité de gestion, ça peut être intéressant. L'étude de Mathieu Jabodon, pilote, qui vous montrait qu'il y avait une diminution de l'inflammation et une amélioration du rapport P/F par les halogénés. Et donc, il va falloir maintenant attendre le résultat des essais cliniques de grosses cohortes sur des critères un peu plus durs de durée de ventilation mécanique et de mortalité. Ça tombe bien, il y en a 2 en cours. Il y a l'étude canadienne ici et l'étude multicentrique française coordonnée par Clermont, dont a priori à ce jour, je ne sais pas si Mathieu est là, mais il doit rester 6 malades à inclure sur le collectif de 700. Donc, je pense vraiment qu'on pourra vous donner des résultats l'année prochaine. Et puis pour finir, et peut-être que pour améliorer l'oxygénation, alors des patients, je ne sais pas, mais de vous peut-être, je vous encourage à venir prendre un peu d'air en haut du Puy-de-Dôme. Merci.